Ce soir, mon webinaire, on va parler de comment gérer votre louvoisier pour le vent en considérant la taille de changement climatique qu'on a vécu dans cette région. Et oui, c'est une photo de moi avec ma scie mécanique, avec après une de nos dernières grosses tempêtes qui a fait tomber les arbres presque sur le fait de mon camp. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, l'objectif principal d'apprentissage, c'est d'apprendre les effets du changement climatique sur le vent, sur le déracinement par le vent. Première partie, on va faire la revue du déracinement par le vent et le changement climatique, comment ça pourrait avoir un impact. Deuxième partie, on va gérer pour le vent sous le changement climatique. On va commencer avec partie 1. Tu pourrais dire que mon intérêt et ma connexion personnelle avec le vent et le déracinement par le vent, c'est commencé avec qu'est-ce que je l'appelais, il y a du monde qui l'appelle le Big One, l'ouragan One. C'était un ouragan catégorie 2 qui atterrit à Nouvelle-Écosse le 29 septembre 2003. J'étais né et grandi à Nouvelle-Écosse et c'est une petite ferme sud de Souillac ici. Alors, juste dans la direction principale de l'ouragan, quand ça atterrit à Nouvelle-Écosse. Quand ça atterrit à Nouvelle-Écosse comme ouragan de catégorie 2, il y avait des vents soutenus de 158 km à l'heure et des rafales de vent jusqu'à 185 km à l'heure. Alors, ça vaut la peine de mentionner que si vous avez une tempête avec ce vent si intense que ça, peu différent ce que vous faites, vous allez avoir beaucoup de déracinement par le vent. En fait, j'ai passé beaucoup de ma jeunesse sur notre louvoisier familial, à aider mon père, s'amuser avec le louvoisier, faire beaucoup de coupures partielles et de la reforestation. Mais dans l'instant, cette soirée-là, quand l'ouragan Juan a passé, ça détruit des décennies de travail sur notre ferme et endommagé des millions d'hectares au centre de Nouvelle-Écosse. Mais le Nouveau-Brunswick n'est pas immune à ce genre de choses non plus. En fait, peut-être vous en souvenez, la tempête Christmas Mountains Blowdown en 1994, novembre de 1994, un vent nord-est a arrivé au nord-ouest et ça a eu un impact sur 12 000 hectares. Plus que 2 millions de mètres cubes de bois a été récupéré de cette tempête sur une période de 2 ans. Un cas intéressant de dérangement naturel qui a un impact sur l'aménagement forestier au Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui ont l'opportunité, j'ai fourni un lien sur mon diapo ici, un beau documentaire que peut-être que vous avez vu de tous les années 94 qui sont encore disponibles sur YouTube, c'est un documentaire sur le Christmas Mountains Blowdown. Hein? En dépit de ces grands épisodes d'ouragan ou de vent du nord-est qui a un impact sur le forêt, c'est important de reconnaître que le vent est une partie naturelle de la forêt acadienne. La Wabanaki, alors le vent a affecté nos forêts aussi longtemps qu'il y a eu de la forêt ici. Des vents haute intensité, des vents sévères, nuit au peuplement, au vent faible intensité, crée des dynamiques de corps dans les plus vieux peuplements. Dans ce photo-ci, en haut, on a voir comme un vent d'haute intensité. Et cette photo-ci, c'est une photo de Pat O'Dell à Fredericton, ici. C'est un petit écart qui a été enraciné une couple de décennies passées, la régénération qu'il y a eu dans cet écart de la forêt mature. Si on va parler du vent et des déracinements par le vent, un couple d'idées clés à garder en tête. Le premier serait qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire le vent? On utilise le terme. Oui, il y a une définition technique pour le vent. Le vent fait référence au mouvement vrac de l'air au long de la surface de la Terre en réponse des différences sur la pression atmosphérique. C'est ça qui est le vent. Quand on parle de vent ou quand on écoute la météo, d'habitude, c'est la vitesse du vent qui est le caractéristique du vent qu'on est plus préoccupé avec. D'habitude, c'est mesuré en deux variables. Le maximum vent soutenu, qui est la moyenne mesurée sur les écarts de 1 minute, 2 minutes ou 10 minutes. Souvent, on parle de ça. Ou les rafales de vent maximum, qui veut dire le plus grande vitesse de vent sur une certaine période de temps, telle qu'une heure, par exemple. C'est ça qu'est-ce qui est le vent? On a la définition du vent, la définition de la vitesse du vent, et quand le vent
est assez fort, vous avez le déracinement par le vent. Et le déracinement par le vent, c'est le renversement des vents causé par le vent. Les tiges ont brisé ou déraciné complètement. C'est appelé aussi blow down, wind fall ou wind blow aussi. Alors, voici un exemple de ce que je veux dire. Elle parle de briser une tige encore. C'était au parc Odell, derrière ma maison. Et ceci, c'est une tige qui a brisé après l'orage tropique 2018. Ça, c'est un bloc qui a été brisé à mon oncle Manitoba, que j'ai jamais vu ça. Et voici un exemple de le déracinage suivant l'ouragan Fiona en 2022. L'épinette, on peut voir toutes les racines qui sont ouvertes. Alors, bien sûr, le vent, c'est ça qui cause les déracements par le vent. Ben, il y a beaucoup d'événements de vent. Le vent peut venir de différentes choses. La façon qu'ils ont organisé, d'habitude, c'est par origine météorologique, l'intensité du vent elle-même. Ces facteurs sont utilisés pour obtenir une catégorie, dans deux catégories principales. Une catégorie, c'est l'orage de vent. L'orage de vent, c'est une catégorie générale d'événements de vent non ouragan de différentes origines météorologiques, telles que tempêtes tropiques, des cellules d'orage de convection, comme des orages ou même des tornades dans certains cas, qui ont lieu au Nouveau-Brunswick de temps en temps. Ou ça pourrait être des cyclones extratropiques, aussi, ce qu'on appelle des nor'easters. Et la raison que les appelle des nor'easters, c'est parce que ces systèmes ont tendance, les vient du sud, il s'en va dans une direction nord-est. En fait, au Nouveau-Brunswick, probablement la majorité le déplacement qu'on voit, c'est causé par les nor'easters. On a 40-50 par année, mais seulement 2 de ceux-là causent du dommage de déracinement. En fait, les montagnes à Christmas Mountain, c'est un événement au reste. Et oui, c'était en novembre ou décembre 2023. Un couple d'années passées, on a eu du déracinement qui a eu lieu dans le nord-ouest de Nouveau-Brunswick. Ça, c'était une tempête nord-est qui arrive. L'autre catégorie majeure, bien sûr, c'est les ouragans. Les ouragans sont un cyclone tropique, mais les cyclones tropiques sont beaucoup plus intenses, qui ont grandi, ils sont plus intenses, ils sont plus que un vent soutenu de 118 km à l'heure et plus. D'habitude, ils sont mesurés à l'échelle Saphir-Simpson, catégorie 1 à 5. Et ça vaut la peine de mentionner aussi que l'ouragan Fiona a eu lieu en 2022. C'était l'ouragan le plus puissant qui a été aussi loin dans le nord que la catégorie 4 n'a jamais atteint. Parce que le changement climatique va avoir un impact sur ces tempêtes de vent. Ce graphique ici montre le changement climatique dans les maritimes. Alors, maintenant, vous savez tous du fait que le changement climatique a lieu et ils disent que ça va affecter le climat de futur. Ici aussi, cette ligne noire ici montre la température moyenne de 1800 jusqu'au temps courant. Et ce point jaune ici représente la température moyenne de les maritimes en 2024, moyenne de 5 ans. Cette ligne rouge ici, ça c'est le scénario de haute émission qu'on appelle RCPA.5 et ça représente le scénario où on ne réduit pas le gaz à effet de serre et les gaz à effet de serre continuent à croître au rythme courant. Et ligne bleue représente une ligne un petit peu trop optimiste où on réduit le gaz à effet de serre de façon drastique. Par l'année 2050, alors nous, de 25 ans, cette région va augmenter par un autre 1,5 pas de différence, qu'est-ce qu'on fait? Et après ça, il y a très peu de chances qu'on va atteindre la cible de la ligne bleue. Maintenant, on est en tendance sur la ligne rouge, mais est-ce qu'on est capable de changer nos comportements
Peut-être qu'on va être quelque part dans le milieu. Ouais. Ça va sans dire qu'il y a certains réchauffements qui vont avoir lieu dans cette région, pas différent de ce qu'on fait. Et pour mettre un contexte là-dessus, la température qu'on s'attend d'avoir par les 2050, ça nous met en ligne avec le climat de le sud de Nouvelle-Angleterre, tel que Massachusetts. On s'attend que le climat va réchauffer de façon importante par 1,5 degrés sur les prochains 25 ans. Alors, comment est-ce que ça va affecter les tempêtes d'orage de vent? Pas désappointer personne sur le webinaire, mais que je dois dire qu'avec le vent, c'est vraiment il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. C'est différent quand ça vient un vent comparable, disons, au feu. Euh, on va apprendre dans les prochains webinaires de cette série. C'est très certain qu'avec les changements dans la température qu'on s'attend à voir avec les changements climatiques, on va voir l'augmentation de la fréquence de journées de feu. Quand ça vient aux ouragans, les tempêtes de vent, c'est beaucoup plus difficile à faire la prévision. Avec les tempêtes de vent, qu'on parle de vent du nord-est, des cellules d'orage de convection, il y a une augmentation potentielle de la fréquence et l'intensité de ces tempêtes. En particulier, si la tendance suit la ligne rouge de RCPR.5, il y a 10 à 20 d'augmentation dans la fréquence et l'intensité de ces tempêtes. Et ça, c'est supporté par plusieurs recherches scientifiques, mais dans toutes ces recherches, on dit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, ils disent que 10 à 20 d'augmentation de cette région, mais c'est vraiment difficile à faire la prévision. C'est-à-dire aux ouragans, le potentiel d'augmentation de l'intensité des ouragans est non, mais pas la fréquence. Ça, c'est basé sur la recherche qui est constamment en train d'être faite par l'administration NOAA aux États-Unis, qui sont constamment en train de faire de la recherche sur les effets du changement climatique sur les ouragans et les cyclones tropiques, ces genres de choses. Alors, d'après leur recherche, potentiellement, il va y avoir une augmentation dans l'intensité des tempêtes, la force des tempêtes qui va vers nous. Et l'ouragan Fiona, c'est un bon exemple de ça. Celui qui est arrivé en 2022 ici, parce que ça représentait la plus grande tempête qui a jamais atteint si haut de latitude. Mais pas le nombre d'ouragans, d'orages. Il va y avoir l'incertitude. Même le printemps de cette année, NOAA, c'est que l'Agence de l'ouragan du Canada a dit qu'on va avoir plus de fréquences d'ouragans cette saison, mais on n'a pas vu ça. Alors, c'est très difficile à faire des prévisions. Je dirais la confiance en général, si ces choses vont avoir lieu, c'est faible à modéré, je dirais. Moi, je vais me dire essentiellement, je pense qu'ici, notre région, on s'attend d'avoir plus devant notre futur, pas moins devant notre futur. Alors, pour partie 2 de ce webinaire, comment est-ce qu'on peut gérer le vent avec le changement climatique? Comment est-ce qu'on peut gérer, aménager nos terres avec le changement climatique? Ben, comme propriétaire de l'eau boisée, si on parle de gérer pour le vent, on doit penser à qu'est-ce qui cause ceci. Vraiment, c'est des forces sur la corde qui sont en jeu, voir si cet arbre va se renverser et déraciner. Dans une série de forces appliquées, vous avez le vent qui pousse l'arbre. Vous avez aussi la force de la gravité qui tire l'arbre vers le bas. Et ces deux forces, le vent et la gravité, créent un torque au bout de l'arbre. Et avec assez de vent, assez de gravité, ça crée le torque. Cet arbre va couper la tige ou ça va déraciner. Mais il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui peuvent modifier ces forces appliquées. Celui-là le plus important, c'est la vitesse du vent. Le plus fort que le vent, plus de force que vous avez, mais aussi la taille de la couronne aussi. Le plus grand couronne, le plus de drag de vent que vous allez avoir, ou le plus de densité de la couronne, les branches, le plus de force ça va avoir sur cet arbre-là. C'est pour ça que vous voyez, les sapins bombiers et les épinettes tombent beaucoup plus que le pin blanc. Disons, une des raisons pour ça, c'est parce que l'épinette et le sapin ont des aiguilles plus petits. Le pain blanc, ils sont moins denses et plus flexibles.
Alors, ces forces appliquées sont contrariées par plusieurs forces qui résistent. Donc, ceci, c'est le choc à la corde entre les forces appliquées et les forces résistantes. L'autre résistance, c'est la résistance de la tige, c'est quelque chose que la force du bois en tenant, avec une espèce de trempe, ont du bois moins fort que les autres, tels que le chêne. Ça fait une grosse différence que ça va résister le vent. Certains, bon, il y a plus d'élasticité que autres. Les jeunes arbres ont plus euh, qui sont plus élastiques. Les choses qui affectent la résistance dans le racine, le sol. La force du sol, par exemple, ça va affecter parce qu'un arbre des racines ou non. Les sols plus sèches va retenir les racines mieux que les sols humides. C'est pour ça qu'on avait un ouragan cet automne dans l'île s'il n'y a pas beaucoup de précipitations avant l'ouragan, il va y avoir moins de déracinage que si ça serait une année humide. Alors, il y a plusieurs forces appliquées et résistives qui vont influencer si un arbre va déraciner ou non. On peut passer les prochaines 2 heures à enquêter ce genre de choses, mais j'ai seulement 15 minutes dans ce webinaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé 3 règles générales quand on aménage pour la résilience au vent. 3 choses que vous pouvez considérer pour que vous ne finissiez pas avec une situation comme celui-ci. Alors, moi, je dirais que la première chose, ça serait la composition de la forêt est importante. Les peuplements mélangés sont plus résilients au vent que des peuplements purs d'épinette de sapin, par exemple. Ceci est bien établi en science maintenant. C'est une photo des conséquences de l'ouragan Juan en Nouvelle-Écosse en 2003, juste à l'extérieur de Musquodoboit Harbor, sur l'est de Nouvelle-Écosse. Cette photo ici, avant, c'était des peuplements d'épinates matures, il y avait du pain blanc, mais il est dedans. Et après, l'ouragan a passé, ce site a revécu des rafales de 150 à 180 km/h, complètement déraciné des piliers de sapin sur le peuplement. Qu'est-ce qui restait? Il y a beaucoup de ces arbres de pin blanc. Le vent avait un effet sélectif et c'est fatal de la différence et la capacité de certaines espèces pour résister au vent. C'est bien établi maintenant par différentes études, j'en ai coupé identifié ici, que si vous avez des peuplements à plus de bois franc et de contenu de pin, il y a une résilience, plus de résilience au vent. Les peuplements comme le plus grand contenu d'épinette de sapin ont une diminution de la résilience. En fait, on a trouvé ça dans mon propre étude après l'ouragan Juan. Regardez bien le peuplement à travers de Nouvelle-Écosse, de choses telles que la composition de peuplement. Ce graphique ici vous montre la probabilité du déracinement par le vent ici, le pourcentage de bois franc ici et le pourcentage d'épinette de sapin sur l'axe ici. Donc, dans le schéma A, on voit que le pourcentage de bois franc augmente, la probabilité qu'il va y avoir des déracinements des arbres, ça diminue. Tous les endroits qui ont été affectés par l'ouragan Juan, on a trouvé que, au fur et à mesure que le pourcentage d'épinette de sapin augmente, la probabilité que ces peuplements déracinés augmente. Deuxième règle, les choses à considérer, serait l'endroit, l'endroit et l'endroit. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est si vous allez faire de la sylviculture telle qu'une coupe partielle, ou surtout vous allez faire un peuplement avec beaucoup d'épinettes de sapin, vous devez être très prudent de ce que votre exposition topographique et les profondeurs de vos sols. Qu'est-ce que je veux dire par exposition topographique? Voici un graphique que j'ai sorti, le guide de gestion de forêt de Nouvelle-Écosse, des publications au Tim McGrath. Ça demande de tirer le site, les paysages, tels que exposés au vent, au côté de la mer, des collines, des pics, des vallées. Et comme il y a différentes topographies, on a différents niveaux d'exposition, tels que très abrités, les vallées ou plus exposées, les tops des collines, disons. Dépendamment de où votre boisé se trouve, on fait une décision sur ce que vous devriez faire de coupe partielle dans un peuplement qui est lourd en épinette de sapin. Considérez où que votre peuplement sur ce paysage est abrité ou exposé. Nouveau-Brunswick, une ressource que vous pouvez aller visiter. J'ai le lien ici sur les épaules, je ne peux pas l'ouvrir maintenant, mais c'est appelé le New Brunswick Wind Atlas. Et ça, c'est une map que vous pouvez ouvrir et vous pouvez regarder où votre boisé se situe dans la province. Vous pouvez voir après cette map, si votre boisé ou partie de votre boisé sont plus exposés ou abrités.
de vous aider quand vous avez vos décisions. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire en regardant au sol. Vous avez un site, disons, que le sol louameux, très profond. Ceci, si vous avez plus d'ancrage, les espaces seront plus susceptibles à avoir plus de résistance. Mais si vous opérez dans un endroit où le sol est pas trop profond, il n'a pas le même type d'ancrage de racines. On va faire une coupe partielle dans un endroit comme ceci. C'est pas une bonne idée. On va essayer pour augmenter la résilience au vent. Le troisième chose à considérer, j'ai une discussion ici où un arbre, pas seulement se plie à la tempête, mais une forêt se tient ferme. Et qu'en autre mot, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que les arbres se protègent l'un à l'autre avec leurs branches et leurs racines. Les peuplements denses sont plus stables au vent. Et le fait des couronnes denses, ça réduit la pénétration du vent dans le peuplement. Si on regarde ce diagramme ici, vous voyez, on a un peuplement dense de couronnes qui se touche à l'autre. Mais si on ouvre ces couronnes ici, surtout que vous commencez à ouvrir ces couronnes ici, vous allez augmenter le vent sur ces couronnes. Alors, avoir une couronne serrée, c'est plus de résistance des forces pénétrantes du vent que les couronnes ouvertes. Au moins, jusqu'à temps que ces arbres aient eu le temps de s'adapter à leurs conditions. C'est qu'ils peuvent survivre, c'est mais sans doute que les effets d'une couronne fermée, l'effet de ces couronnes qui se touchent un à l'autre, qui empêchent l'arbre de bouger, et les racines plus profondes, ça réduit la vulnérabilité au déracinement. Hein? Néanmoins, si vous avez un peuplement d'épineux de sapin, et vous considérez faire une coupe partielle, et ce peuplement, vous êtes dans un endroit peut-être faible, exposé de façon faible ou modérée, au déracinement par le vent, vous devrez être prudent sur comment de surface extérieure que vous allez ouvrir parce que ça va augmenter la vulnérabilité de ce peuplement. Au déracinement, vous étudiez la foresterie. Souvent, quand on fait des types de coupes partielles, que ce soit des sélections individuelles ou sélections de groupe ou Chartwood, et on suggère qu'on a un corps entier de sauvages pour des coupes partielles. Moi, je pense que dans cette région, c'est beaucoup trop. Je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires de bois qui seraient d'accord avec moi, surtout en Nouvelle-Écosse, qui ont vécu l'ouragan Fiona. Et une nouvelle preuve qui suggère maintenant que si vous allez faire une coupe partielle, vous avez besoin de faire une coupe partielle dans un peuplement d'épineux de sapin. Je enlève seulement un dixième à un cinquième de la surface intérieure, 10 à 20 seulement, comme maximum. Et voici un exemple d'une photo que j'ai mis. Dans ce cas ici, ceci, c'est une ténine commerciale où on a enlevé un tiers de surface extérieure et aussi une ténine commerciale où on a enlevé 20 seulement de la surface extérieure. Et vous savez, si on enlève un petit montant de surface intérieure, ce n'est pas faisable économiquement pour vous. Vous serez dans cette région, surtout dans le sud du Nouveau-Brunswick, va être mieux simplement laisser les peuplements des pneus de sapin seuls jusqu'à temps qu'ils ont l'âge désiré de rotation et couper la blanc. Dans ceci, c'est une recherche continue. Je voulais juste mentionner que dans mon laboratoire de recherche de l'Université de Nouveau-Brunswick, un étudiant qui étudie les effets de la sylviculture et la vulnérabilité au déracinement. Cet étudiant, c'est l'étudiant en maîtrise, Charles O'Connor. C'est une photo de lui durant l'été qui aide l'assistant Ed McFarlane qui passait tout l'été pour étudier un winch pour déraciner des arbres d'épinette rouge de toutes sortes de différentes tailles. Le point de cette recherche, c'est pour mieux comprendre la force que ça prend pour renverser ces arbres-là. Parce qu'il y a beaucoup de coefficients. Et une fois qu'on a tous les données pour utiliser les données pour programmer un modèle d'ordinateur qui va faire une simulation et va faire des prévisions comment vulnérables les peuplements forestiers vont être au déracinement par le vent sous différents régimes de sylviculture, que passaient différentes charges de vent. Alors, cette recherche continue.
Alors, pour conclure la présentation ce soir, des grandes tempêtes de vent vont nous affectent apparemment ici les maritimes. On vit dans l'endroit avec plus de vent au Canada. Mais le déracinement par le vent, c'est naturel. Les forêts acadiennes, ça arrive depuis qu'il y a une forêt ici. Mais quand cette région change rapidement, en effet, sur la fréquence, l'intensité des tempêtes de vent et des ouragans sont encore, nos connaissances là-dessus, c'est incertain encore. Mais néanmoins, j'aurais des conseils, je pense que vous devrez vous attendre à avoir plus de vent, pas moins de vent dans le futur. Alors, en dépit de l'incertitude du vent dans le futur sur les changements climatiques, il y a certaines choses que vous devez garder compte, que vous pouvez utiliser quand vous gérez une forêt pour réduire sa vulnérabilité au déracinement par le vent. Ces choses sont, quand vous pouvez promouvoir et encourager les peuplements de mélanger, mais pas tout le monde veut avoir des peuplements de mélange de bois. Et si vous gérez, disons, un peuplement de dépines de sapin, considérez coupe partielle. Alors, faites attention à l'endroit. Où est-ce que les peuplements sont situés? Évitez de faire des coupes partielles dans des endroits qui sont beaucoup exposés au vent ou des sols qui ne sont pas trop profonds. Et si vous allez faire cette coupe partielle, alors faites attention aux fermetures au niveau de courant. Laissez plus de rétention que considéré traditionnellement dans la majorité des livres de textes de civiculture. C'est tout que j'ai à vous dire, mais aujourd'hui, merci de votre attention.